Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ravie d'accueillir cette conférence donnée par Fabrice Roy, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est président de la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice, mais pas que. Louise en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc moi, je me réjouis toujours de ces partenariats avec mes collègues des établissements culturels. C'est très bien de croiser les publics, c'est très bien de croiser les intérêts, et nous sommes ici à leur service pour valoriser leur prochaine exposition. Louise vous en dira plus tout à l'heure. Je ne fais que des teasers, en fait. Moi, je ne vous dis rien. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité. On est toujours, voilà, je le redis, ravis à l'artistique de créer des événements en collaboration ou de participer justement à des événements qui valorisent notre culture niçoise, la culture de nos établissements et les activités de nos établissements qui profitent à tous. On est vraiment la transversalité, c'est important, l'ouverture, c'est important. C'est ça la culture. Donc, moi, je vous souhaite une bonne conférence et je passe le micro à Louise Guillot, qui est la directrice adjointe du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être venus écouter cette conférence qui est un prélude à la programmation de la future exposition du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret qui s'intitule « De la scène à la toile, artistes et mondaines de la Belle Époque ». Nous souhaitons, à travers ce nouvel accrochage des collections, explorer une facette complexe du XIXe siècle, celle d'une période qui connaît de nombreux bouleversements politiques, économiques, sociaux, et qui, malgré les crises et la nouvelle fulgurance de ces événements, ou peut-être à cause d'eux, se réfugie comme jamais auparavant dans le divertissement et le spectacle. En cela, l'écho du XIXe siècle est des plus actuels. Je tiens à remercier la SAMBAN, la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Nice, et ses adhérents de travailler avec nous depuis bientôt 3 ans, avec autant de dynamisme et d'enthousiasme. Vous contribuez tous les jours à la vie du musée avec brio. Merci Fabrice en particulier pour ton engagement auprès de nous, de prendre ton temps et mettre tes expériences, tes compétences au service de la même cause qui nous anime et qui est la valorisation de l'histoire de l'art auprès de tous les publics. Enfin, merci encore infiniment à Emmanuel Figuera et à toute l'équipe de l'Artistique de donc nous accueillir pendant cette période de fermeture du musée hors les murs et puis d'une manière générale de nous accueillir régulièrement avec toujours autant d'enthousiasme et de bienveillance. Donc merci beaucoup Emmanuel. Merci également aux équipes du musée pour leur mobilisation pour l'organisation de ces événements et puis en particulier de l'exposition. Et je laisse maintenant la parole à Fabrice. Merci à toutes et à tous. Merci. Voilà, bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Je remercie à la fois Emmanuel et Louise, puisque c'est une coproduction en fait. C'est la 3e fois qu'on le fait. La première fois, c'était pour Monsieur Raoul Dufy, la deuxième, c'était pour Monsieur Maurice Denis. Et cette fois, ce n'est pas pour Monsieur en particulier, mais c'est pour le 19e siècle en général. Alors cette conférence préexistait aujourd'hui, mais elle a aujourd'hui un petit caractère inédit. Parce que j'ai ajouté, et ça grâce à l'équipe du musée qui m'a permis d'avoir accès en avant-première aux visuels des tableaux qui seront présentés à cette exposition, dont la journée inaugurale est le 19 juin prochain. Notez bien ça sur vos tablettes. Il y aura notamment un concert de chant lyrique qui sera donné dans les jardins du musée, qui sera vraiment extraordinaire. Mais peut-être qu'on en reparlera après. Alors, oui, pourquoi je l'ai adapté ? Eh bien, j'ai rajouté quelques visuels parce que j'ai vu des proximités, effectivement, entre les visuels que j'ai utilisés dans ma conférence initiale et les tableaux que vous verrez lors des visites guidées ou pas d'ailleurs, que vous pourrez faire à l'occasion de cette future exposition. Alors pour vous y retrouver, eh bien, les visuels qui sont tirés de futurs tableaux, des tableaux de la future exposition, vous avez un petit buste qui se trouve sur la diapositive. Donc vous verrez que ceux-là, les tableaux qui sont représentés, eh bien, ils feront partie de cette exposition.
Alors, on va commencer, on va rembobiner si vous voulez bien, hein, parce que c'est important. On va s'imaginer qu'on a un monsieur qui s'appelle Émile Duval. Alors, il aurait pu, hein, il n'existe pas ce monsieur évidemment, vous voyez que l'intelligence artificielle fait des miracles, mais il aurait pu naître en 1835, Émile Duval, donc sous le règne du roi Louis-Philippe. Et on va dire qu'il aurait pu faire de solides études à l'école des Beaux-Arts. Il aurait rapidement réalisé malheureusement que ce ne serait pas forcément un grand artiste, tout au plus un peintre honnête. Alors plutôt que de commettre des tableaux convenus qui se noieraient dans la masse des productions anonymes, il aurait préféré devenir le témoin de cette époque fabuleuse. Elle est vraiment fabuleuse, cette époque. Elle a redéfini littéralement le rapport des Français aux loisirs et aux festivités. Alors, bien, c'est décidé, il deviendrait journaliste et critique d'art, monsieur Émile Duval, et dans sa longue vie, alors, il les aurait tous côtoyés, de Manet à Toulouse-Lautrec. Il les aurait vus observer, vivre, peindre, souffrir, il les aurait suivis, encouragés, et il s'en serait fait des amis, il aurait vécu leurs passions, leurs espoirs, leurs découragements et leurs triomphes. Donc, notre nouvel ami, il avait à peine 20 ans, hein, lorsque l'empereur Napoléon III va confier au baron Haussmann la modernisation de Paris. Alors on perce de larges avenues, les jardins publics sont aménagés, les théâtres, les cafés-concerts vont se multiplier. Mais il y a quelque chose auquel on pense peu et qui est pourtant très instrumental dans le développement des sorties, c'est tout simplement l'éclairage public. Parce que l'éclairage public au gaz arrive dans les années 1840 et il permet de sortir tard le soir, de prendre l'air des boulevards. Personne n'aurait osé faire ça dans les étroites ruelles du vieux Paris, à la lueur vacillante de ce qu'on appelait les becs de lumière qui fonctionnaient et qui brûlaient de l'huile de colza. Ça aurait été complètement impensable. Alors, à cette époque du luxe et du spectacle, l'aristocratie et la bourgeoisie fortunée affichent leur réussite dans les réceptions somptueuses, les courses hippiques et les fêtes officielles. Mais les classes populaires, elles profitent aussi de nouveaux espaces comme les guinguettes, les cirques, les fêtes foraines. Et lorsqu'Édouard Manet peint la musique aux Tuileries en 1862, eh bien, le concert de plein air connaît à ce moment-là ses heures de gloire. Alors on est loin des salons et des grandes salles, hein, mais le concert de plein air, avec ou sans kiosque d'ailleurs, eh bien c'est le symbole d'une musique partagée et démocratisée. C'est aussi un besoin social, parce que là on est loin de la caricature admise, hein, vous savez, les musiques militaires. Vous savez qui disait la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Eh bien les musiques militaires, quoi qu'on en dise, sont souvent les seules à s'installer à cette époque sous les ombrages. Et elles vont permettre de la rencontre de publics fidèles, de publics attentifs. Un certain goût musical va y naître et qui échappe à la critique et aux puristes de la musique en salle. Alors ce tableau, la musique aux Tuileries, il évoque le regroupement d'une certaine bourgeoisie, mêlant hommes, femmes et enfants, autour d'un concert de plein air. Mais ça n'est pas sans quelques surprises que le sujet principal du tableau, qui est la musique. La musique, vous la voyez, vous ? On ne la voit pas, la musique. Pas d'orchestre, pas d'instrument. En fait, le tableau semble un contre-champ photographique, c'est-à-dire qu'on serait à la place peut-être de l'orchestre, et ça devient un tableau-portrait, c'est-à-dire la représentation d'une brochette de proches, et on peut les identifier d'ailleurs, on va en identifier quelques-uns. Et ce cher Antonin Proust, hein, qui était ami d'enfance de Manet, et l'un de ses premiers biographes, eh bien, il raconte que presque tous les jours, Édouard Manet va aux Tuileries, suivi d'une cohorte de potes, accompagnés de Baudelaire, et puis ils déjeunent chez Tortoni, et ensuite ils vont au concert. Sur ce tableau, d'ailleurs, Manet s'est représenté lui-même. Alors, quelqu'un le voit ? Bon, allez, je vais vous aider. Et hop là, boum, il est là. Alors, effectivement, il faut le voir, hein. Il est ici, notre ami Manet. Il est à l'extrême gauche, ce qui est quand même paradoxal, et il tient à la main quelque chose d'assez ambigu. Alors, c'est peut-être une canne, c'est peut-être un pinceau, on ne sait pas trop. Et puis, il se fait quasiment disparaître, hein, puisqu'il est coupé par le bord de la toile. Il est à peine discernable. Mais il est entouré par certains de ses potes. J'en ai parlé, j'ai déjà parlé de Baudelaire, mais il y a aussi Théophile Gautier, il y a aussi Champfleury, il y a Fantin Latour, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Fantin Latour qui aimait
qui aimait peindre ses amis dans des représentations très, très hiératiques. Et en fait, Édouard Manet va en profiter pour représenter une icône de la musique de l'époque qui est Jacques Offenbach. Où il est Offenbach? Bim, il est là. Alors, il faut le voir aussi, hein, il est un petit peu caché. Mais alors, en revanche, autant Jacques Offenbach, on a du mal à le trouver, autant son épouse Herminie d'Alquin, hein, on ne peut pas la rater. Bam, elle est là. Hein. Voilà. Alors, on distingue aussi Eugène Manet, le frère d'Édouard. Et alors, Eugène Manet, là, il ne sait pas que 12 ans plus tard, le voilà Eugène, hein, il est là, 12 ans plus tard, il va épouser Berthe Morisot, évidemment, et donc c'est lui qui est là, légèrement penché. Alors, pour ce qui est de Nice, puisque nous y sommes, eh bien c'est en 1868 qu'est installé le kiosque à musique, hein, celui-là, face à la mer, dans l'actuel jardin Albert Ier. Et c'est les jeudis qu'il y avait, vers les 3 heures de l'après-midi, un peu comme maintenant, sauf qu'on est vendredi, eh bien le concert qui était donné tous les jeudis donc. Et puisqu'on parle musique, eh bien on va quitter temporairement les Tuileries et on va pénétrer à l'opéra. Alors, au XIXe siècle, l'opéra, c'est un lieu de rassemblement social où se mêlent les gens, à la fois les gens de la haute société, mais aussi les bourgeois. C'est d'ailleurs un des rares endroits que les femmes, à l'époque, peuvent fréquenter librement. Alors, notre ami Duval, notre personnage y avait naturellement sa loge et il s'y rendait régulièrement pour savourer des œuvres de nos grands compositeurs. Mais il se trouve que si le spectacle, évidemment, est sur scène, le spectacle est aussi dans la salle ou dans les galeries. Alors on échafaude, on ourdit, on suppose, on s'embrouille, on flirte à distance. Vous allez voir tout ça. D'ailleurs, en parlant de flirt à distance, c'est bien sur ce tableau que Marie Cassatt a peint en 1878, on voit donc une femme bourgeoise dans sa loge qui observe quelque chose à travers ses jumelles de théâtre. Alors évidemment, ça pourrait paraître anodin s'il n'y avait pas ce petit coquin qui se trouve ici et qui observe la femme qui regarde à travers ses jumelles. Le costume et l'éventail de la femme, évidemment, indiquent clairement son statut social. Hein, elle est assise, elle est bien droite, elle occupe la majeure partie du premier plan. Son coude repose contre la balustrade, tandis qu'elle tient ses jumelles. Son langage corporel, hein, voilà, elle a une certaine confiance en elle, ça se voit. Hein. Et puis, ça suggère quand même la pratique d'un certain pouvoir. Son expression faciale, elle est alerte, elle est digne, elle reflète la curiosité. Alors, elle est peut-être consciente du regard de Toto là-bas qui est en train, mais celui-là, il peut y aller, il ne va pas arriver à la distraire, hein, rien à faire. Le choix de Cassatt, d'ailleurs, pour le sujet de son tableau, a été interprété par les spécialistes comme un moyen de souligner l'action croissante des femmes dans la société du XIXe siècle. Je fais juste une parenthèse au niveau de l'école des beaux-arts, parce qu'on a parlé des beaux-arts pour Émile Duval. Vous savez ou vous ne savez pas que l'école des beaux-arts de Paris était interdite aux femmes jusqu'en 1897. Et encore, en 97, on a ouvert cette école aux femmes pour les cours théoriques. Pas question d'aller se promener avec des messieurs tout nus qu'il fallait dessiner. Non, non, non. Ça, c'était à partir de... Il a fallu attendre encore 3 ans. C'était à partir de 1900. Donc les dames allaient à l'atelier Julian, par exemple. Là, c'était permis, c'était un peu plus permissif. Alors, outre Marie Cassatt, eh bien, Renoir aussi a représenté une loge au théâtre, mais sous une forme complètement différente. Chez lui, la loge, ça devient un écrin de séduction. On va dire que la femme est au centre, hein, elle est là, elle est offerte au regard du spectateur, elle est parée de perles, de fleurs et de soie. Elle incarne en fait l'objet du désir dans une composition brillante, hein, et très décorative. Alors chez Cassatt, la loge est un poste d'observation, la femme est active, elle est concentrée, jumelle en main, elle se fiche du regard des autres. C'est un changement de paradigme, on passe de l'objet au sujet. Alors que chez Renoir, le regard masculin, eh bien, il est autorisé, il est dominant. La femme est une présence décorative, on va dire, dans le théâtre social. Cassatt, elle retourne le dispositif. Elle voit et elle est vue, mais sans se soumettre. Elle devient actrice du regard dans un univers qui la surveille. Alors, si on y échange des politesses, évidemment, l'opéra est aussi le lieu d'altercations bien peu élégantes, hein, voire de provocations en duel. Et là, c'est Jean Béraud qui nous plonge dans un univers à la fois mondain, élégant et soudainement
troublé par une espèce de montée d'adrénaline, là. Hein. Le tableau s'appelle « Altercation dans les coulisses de l'opéra ». Alors, bon, ça se déroule dans un espace somptueux. On imagine que ce sont les galeries de l'Opéra Garnier, qui devient le théâtre d'ailleurs d'un incident inattendu. Alors, la composition ici du tableau, elle frappe d'abord par la densité du public. C'est-à-dire qu'on a une véritable foule en habits de soirée qui occupe le centre et l'arrière-plan. Tous les hommes sont vêtus de smoking noir, avec des gilets blancs, haute forme absolument impeccable. D'ailleurs, ces hautes formes, on les appelait des 8 reflets. C'est-à-dire qu'il y avait 8 facettes, et donc la lumière venait se refléter dessus. Et les femmes arborent des robes éclatantes. Hein. On est dans les tons blanc, rose, rouge. Ce sont donc des couleurs vives. Et on sent la saison mondaine, là, hein, en pleine effervescence. Et la scène pourrait presque illustrer une pause entre deux actes. En fait, sauf que au centre droit de la salle, il y a 2 hommes qui sont engagés. Je suppose qu'ils ne tombent pas dans les bras l'un de l'autre. Hein, c'est plutôt une altercation. Donc il y en a un au geste théâtral qui lève le bras. Hein, et l'autre, visiblement en position de recul, le pauvre petit bonhomme, eh bien, il semble pris au dépourvu. Alors une femme en robe rose tente de retenir la main de l'agresseur, ce qui donne à la scène des aspects un petit peu dynamiques, presque chorégraphiques. Et la deuxième femme, la pauvre, en robe blanche, là on ne voit pas son visage, mais elle se penche un petit peu interloquée, hein, tendue, tandis qu'un groupe d'hommes qui est ici, bon, en fait, hein, franchement, ça leur fait ni chaud ni froid, semble-t-il, hein, mélange de curiosité, de mépris, peut-être d'intérêt amusé. Alors, Béraud, ici, il fige un instant d'intensité dramatique au milieu du luxe, comme si le vernis, en fait, polissé de la haute société craquait soudain sous la pression d'un différend personnel. Voilà, on a aussi quelque chose là-dedans de profondément humain, c'est-à-dire cette tension entre les apparences sociales et les émotions réelles. Bon, alors si on veut regarder un petit peu, ici, vous voyez le plafond lustré, qui est incroyable, qui se reflète les lumières électriques, donc il y avait de l'électricité déjà à l'époque, et se part de lignes floues et brillantes. Ces lignes-là vont structurer l'espace de ce tableau. Donc il est extrêmement bien composé, et puis il aplatit ce traitement subtil légèrement la perspective. Alors Béraud, évidemment, il excelle à représenter la vie sociale du XIXe siècle, notamment de la haute société. On reverra tout à l'heure un de ses tableaux. Alors, pendant que Béraud nous plonge dans la hiérarchie des apparences, Degas, lui, il va nous amener direct dans la fosse d'orchestre. Mais il va nous offrir un point de vue complètement inédit, et d'une grande audace d'ailleurs, parce que celui des musiciens, ils sont vus en contre-plongée. On est dans la fosse, mais on est un petit peu plus bas qu'eux, et les danseuses, elles n'apparaissent qu'au loin, par fragments, avec leurs petits tutus qui flottent comme des éclats de lumière en dehors du cadre. Comme je l'ai dit, le point de vue est radicalement novateur. Nous sommes dans la fosse, au cœur des musiciens. Alors leur regard est concentré, sérieux, parfois fatigué. Et au centre, donc, on a un bassoniste là. Eh bien, c'est un copain de Degas, il s'appelle Désiré Dillot. Et c'était un ami, donc, et il est de profil dans une attitude de calme concentration. Alors tout autour, on a des visages de musiciens absorbés, des silhouettes sombres. Mais surtout, alors on a, au-delà de ces silhouettes, le fragment de rêve qui se trouve en eux. En haut, on ne voit même pas leur tête. Ce sont des ballerines en tissu vaporeux. On voit que les jambes et quelques bras. Donc elles semblent flotter sur la masse dense des musiciens, ce qui crée une tension entre le travail des hommes en noir et la légèreté apparente des artistes en rose et vert pastel. Alors, plus de 75 ans plus tard, Raoul Dufy, il va représenter lui aussi un orchestre et il va choisir un point de vue tout aussi original. Parce que contrairement à un spectateur ordinaire, ils sont là, hein, les spectateurs, Dufy ne s'installe pas dans les fauteuils de la salle pour peindre l'orchestre sur la scène, il adopte au contraire la place des musiciens eux-mêmes. Donc c'est comme si on était, nous, avec les musiciens, derrière les pupitres, tournés vers la scène et vers la salle. Alors ce choix, il va bouleverser complètement notre perception du spectacle. Les courbes des balcons vont répondre aux courbes des violons. Vous voyez un peu, les balcons, les violons. On est dans des courbes, on a les lustres qui ressemblent à des grappes de notes. Vous voyez, qui est incroyable chez Dufy. Les lignes ondulent comme des vibrations sonores. Les personnages ne sont plus décrits, évidemment, avec précision. Ils participent à un grand mouvement collectif. Chez Degas, nous sommes dans la fosse face aux musiciens. Chaque visage est identifiable. Son regard est analytique, hein, presque documentaire. Chez Dufy, au contraire, les individus s'effacent, les musiciens deviennent des espèces de taches colorées, des impulsions rythmiques.
le regard n'analyse plus, il participe. On pourrait dire en gros que Degas peint l'orchestre et que Dufy peint la musique. Alors, Degas est un observateur obsessionnel, évidemment, du monde de la scène, des coulisses de l'Opéra Garnier, des salles de répétition. Alors, il ne s'intéresse pas au spectacle comme un moment de gloire, Degas, mais il s'intéresse à l'effort, au travail du corps, à la réalité invisible de la danse. À la fin des années 70, il expérimente une technique qui s'appelle le monotype. C'est-à-dire qu'il dessine à l'encre sur une plaque, il imprime et ensuite il retravaille la surface au pastel. Le résultat, c'est ça. C'est quoi ça? C'est une atmosphère troublée, une atmosphère brumeuse, presque spectrale. Dans ce contexte, l'étoile, puisque c'est le titre du tableau, devient un tableau à la fois magnifique mais aussi inquiétant. Au centre, on a une danseuse isolée, dans une pose parfaite, je ne vais pas essayer de la reproduire, le bras soulevé, la jambe allongée, la tête un peu inclinée, légèrement relevée. Elle flotte dans un tutu romantique magnifique. Il est blanc, elle est comme suspendue dans la lumière, cette fille. Et autour d'elle, il y a une espèce de mystère vaporeux, et on a d'autres danseuses à peine esquissées par là-bas, à l'arrière-plan. Mais il y a aussi quelque chose de plus inquiétant. En coulisses, qu'est-ce qu'on a en coulisses? Eh bien, on a ce personnage masculin en redingote noire dont on ne voit même pas la tête et qui se tient à demi caché, figure ambiguë. Vous connaissez les scandales qui ont secoué l'Opéra de Paris avec les fameux protecteurs qui, moyennant finance, s'adressaient aux danseuses, pas forcément pour les voir faire des pointes. Et donc, on a cette figure peut-être possessive. Il va symboliser ce monsieur, ce regard, alors qu'on ne voit pas sa tête. On sent ce regard, malgré ça, qui est un regard pesant, celui du mécène, du protecteur du monde adulte qui observe la jeunesse exposée. Alors Degas ne glorifie pas la danse, il la désenchante très subtilement. La grâce de l'étoile est façonnée par les regards qui la polluent. C'est une scène de fragilité poétique qu'on a ici, mais aussi sociale. C'est presque un commentaire silencieux sur la condition des femmes dans le monde du spectacle à l'époque. Alors plus de 20 ans plus tard, eh bien, on a un monsieur qui s'appelle Jules Chéret, et lui aussi, il va nous inviter à regarder le spectacle. Et là, on est encadré par de lourdes tentures, les tentures roses du rideau, et on voit la scène qui s'ouvre comme une fenêtre sur un univers complètement féerique. Alors on est dans une lumière diffuse, et on a des danseurs, des musiciens, des personnages costumés qui semblent évoluer dans une atmosphère de rêve où les formes se dissolvent. Les contours sont volontairement flous, les couleurs délicatement fondues les unes dans les autres, et ça crée cette impression de mouvement perpétuel. Les danseuses de Degas, eh bien, elles semblent émerger d'un nuage de poudre et de lumière. Les personnages de Chéret apparaissent comme des visions, un petit peu comme s'ils étaient surgis d'un rêve. Cette matière picturale crée une impression d'instabilité. C'est délicieux de voir ça, comme si tout pouvait disparaître à l'instant suivant. Les deux artistes, finalement, vont partager un même amour du mouvement. Les gestes ne sont jamais figés. Les corps se prolongent dans l'espace par des touches rapides, des traînées de couleurs et des contours inachevés. Degas et Chéret cherchent à retenir cette seconde fragile où le réel commence à se transformer en rêve. Alors, c'est au salon de 1882 que Manet, encore lui, va présenter un bar aux Folies Bergères. Alors ça sera son ultime chef-d'œuvre, ça ne sera pas son dernier tableau, mais ça sera vraiment le dernier qu'il a fait de cette dimension-là. Et il l'a peint achevé peu avant sa mort, puisque Manet, donc Édouard, est mort en 1883. Le tableau représente le comptoir du célèbre music hall, le bar des Folies Bergères. À la fin du XIXe siècle, eh bien, c'est le temple du music hall parisien. C'est un lieu emblématique, on y trouve de la musique, on y trouve des danseuses, des acrobates. Alors, au niveau acrobate, j'en ai trouvé un, il est là. Oui, voilà, c'est le trapéziste de service. Et au premier plan, on a une jeune femme, c'est Suzon. C'est une vraie employée des Folies Bergères. Elle s'appelait vraiment Suzon, c'est vraiment Suzon. Suzon, le public, Suzon. Elle se tient derrière son bar entourée de bouteilles, de fleurs et de fruits. Alors son regard, vous remarquez bien qu'il est vague, il est absent, presque mélancolique. Alors elle ne regarde ni le spectateur ni le client, elle semble complètement hors du temps, un petit peu figée, la Suzon. Et derrière elle, on a un grand miroir qui reflète la salle animée. Et si on regarde un petit peu mieux, on y voit un homme en train de lui parler, lui là, ainsi qu'un lustre. On y voit des jambes de trapéziste, je vous les ai déjà montrées, elles sont là.
On y voit des silhouettes un peu floues, mais très vite, il y a quelque chose qui est troublant. Le reflet ne correspond pas à ce que nous voyons. En fait, l'homme devrait apparaître à notre droite, or il est à gauche, et le miroir donc nous trompe. Mais ça, c'est voulu par Manet. Tout le tableau joue sur l'idée de reflet. La société, le spectacle, le rapport marchand, tout est représentation et simulacre. Le bar devient une scène et la serveuse une actrice un peu piégée dans son rôle, les clients des spectateurs anonymes, un peu comme vous ou comme moi. Et nous-mêmes sommes pris dans ce jeu de faux semblants. Derrière les apparences brillantes, en fait, Manet introduit une profonde solitude. La jeune femme n'est pas là pour séduire, mais pour vendre, pour tenir son rôle dans une société de consommation des plaisirs. Elle est objet de désir et, malheureusement, sujet d'ennui. Et comme un dernier clin d'œil dérisoire, en fait, Manet va signer son tableau, où ça, sur l'étiquette d'une bouteille d'apéritif. Voilà. Alors, si Émile Duval avait vraiment existé, eh bien, Henri de Toulouse-Lautrec l'aurait certainement emmené au Moulin Rouge. Alors, le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec le fréquente assidûment depuis son ouverture. Le Moulin Rouge est ouvert en 1889. Et Émile Duval aurait été le témoin de l'effervescence de ce cabaret, en fait, où battait un des cœurs de la vie nocturne parisienne de la fin du siècle. Alors, ce tableau offre une vue complètement immersive de l'intérieur, et ça, c'est important. Ils mettent en scène des clients attablés, là, on les voit, dans une lumière tamisée. Et au premier plan, on voit ce visage, on dirait qu'on vient de la sortir de l'eau après un séjour de 3 semaines, teinté de vert par l'éclairage artificiel. Alors c'est May Milton, elle existe, c'est une danseuse anglaise que Toulouse-Lautrec a souvent représentée. Et à l'arrière, en fait, eh bien, l'artiste s'est inclus dans la scène. Alors il est où, Toulouse-Lautrec ? Il est là. C'est lui. Il s'est représenté aux côtés de son cousin. Lui, alors c'est Gabriel Tapier de Céléran. Voilà, la composition audacieuse avec des personnages partiellement coupés. On voit, elle est coupée par le cadre. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, elle reflète l'ambiance électrique de ce cabaret. Et contrairement aux impressionnistes, qui sont surtout intéressés à la lumière naturelle des extérieurs et des paysages, eh bien Toulouse-Lautrec, lui, il va nous plonger dans l'artificiel. On a des lumières électriques, on a des scènes et des regards biaisés, des maquillages, des costumes, et on va avoir le mélange entre la sensibilité graphique, finalement, et le réalisme. Oh. Alors, Manet et Toulouse-Lautrec dénoncent tous les deux la marchandisation du corps féminin dans un monde où le loisir urbain, finalement, parce que la femme, elle n'est pas libre, elle n'est pas joyeuse. On ne peut pas imaginer ici qu'elle est en plein nirvana. Mais son regard révèle l'ennui, surtout la lassitude ou la tension. Ce sont des femmes vues depuis la nuit, pas depuis le jour. On n'est pas dans le romantisme galant, là. Chez Manet, la serveuse est piégée dans son reflet, objet et sujet à la fois. Chez Toulouse-Lautrec, eh bien, la danseuse est coupée du monde. C'est un spectre pâle d'un lieu trop vivant. Et en fait, ces deux œuvres expriment la face sombre de la fête, une lucidité glaçante sur des corps fatigués, des regards vides, des artifices sociaux. Bon, juste avant qu'on parte se suicider, quand même, on va retrouver une véritable machine à fabriquer du rêve avec Jules Chéret. Alors, ça fabrique du rêve et puis quelques battements de cœur masculins aussi. Alors, qui est-ce, cette jolie dame ? Eh bien, c'est une chanteuse, elle s'appelle Arlette Dorgère. Et Arlette, elle apparaît, on dirait qu'elle a surgi d'un nuage de poudre de riz et de champagne frappé. Alors, elle est née, elle s'appelait pas comme ça, c'était un pseudo, elle s'appelait Anna Guérin, en fait. Elle est née en 1880. Et Arlette, en fait, elle appartient à cette génération de jeunes artistes qui émergent dans un monde où bouillonnent les cafés-concerts. Et en fait, on est dans le café-concert parisien de la fin du 19e siècle. Alors, elle va devenir rapidement une vedette des scènes parisiennes, notamment ce qu'on appelait les ambassadeurs, où elle va chanter aussi à l'Eldorado, où elle va chanter à la Scala. Et elle va interpréter des chansons légères, sentimentales, mais aussi patriotiques. Et on y reviendra. Son succès tient autant à son talent qu'à son image. Arlette incarne cette féminité souriante et accessible que la Belle Époque adore exhiber sur ses affiches, ses cartes postales ou ses programmes illustrés. Et puis, soudain, le tumulte des cafés-concerts s'apaise, les fanfares des ambassadeurs semblent s'éloigner dans un brouillard de tabac blond et de robes claires, et il ne reste plus qu'un visage. Dans cette photographie d'Arlette, la vedette tapageuse devient presque une apparition intime.
Les mains encadrent le visage avec une douceur étudiée, comme si la chanteuse cherchait moins à séduire qu'à suspendre le temps. Quelques secondes encore. Les perles, les bagues, la coiffure savamment ondulée, comme à l'époque, rappelle bien sûr la belle époque, mais le sourire, lui, le sourire semble déjà teinté d'une légère mélancolie, comme si l'artiste pressentait que les lumières du music-hall ne brilleraient pas éternellement. Ici, avec Fagette, le même Jules Chéret va nous offrir moins un portrait qu'une envolée. En fait, la jeune artiste, elle surgit de la toile comme un refrain léger. Sa robe jaune capte la lumière et c'est un peu l'éclat d'un rayon de soleil filtrant à travers les arbres d'un jardin de fête. Tout est mouvement ici. La tête se tourne, le bras esquisse un geste gracieux. Les fleurs semblent danser au même rythme que les plumes de l'immense chapeau. Chéret, là, ne recherche pas la ressemblance psychologique. Il va peindre l'énergie d'une présence, l'instant fugace où l'artiste conquiert son public par un sourire et un mouvement d'épaule. Alors, loin des chorégraphies codifiées et des ballets classiques ou des jupons froufroutants des cabarets, il ne manquait pas non plus d'endroits où on pouvait danser soi-même, si possible dans la joie et la bonne humeur. Si possible. Les mêmes qui fréquentent l'opéra se retrouvent ainsi pour des entre-soi luxueux. Alors ça, c'est cette soirée mondaine décrite par James Tissot, qui s'est installé à Londres en 1871. Ça s'appelle le bal à bord. Oui, on voit bien qu'on est à bord d'un bateau, là, très clairement. Peint au milieu des années 1870, et il s'inscrit dans cette veine, celle de l'élite en représentation. Alors l'œuvre évoque aussi bien des croisières aristocratiques que les enjeux de la classe du genre sur fond de fastes flottants. La scène représente un après-midi dansant sur le pont supérieur d'un navire à vapeur. Et que voit-on? Un bal où l'on ne danse pas, ou si peu. En fait, le bal, mais il se déroule sur le pont inférieur, il est là. Ah, il faut les voir. Hein. Alors, un orchestre qu'on ne voit pas, décidément, hein, c'est une manie. Et des invités qui semblent pétris d'ennui. Alors on a une dizaine de figures élégamment vêtues qui circulent, des messieurs en costume sombre, des dames en robe claire à tournure, des visages poudrés, des éventails, des gants, des postures parfaites. C'est merveilleux, c'est magnifique. Certains regardent on ne sait quoi, d'autres s'isolent ou adoptent des positions un petit peu de retrait. Alors on a cette fragmentation un peu subtile des tensions sociales, des tensions sentimentales qui sont dissimulées sous le vernis des apparences. Alors Tissot excelle dans le rendu des textures, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il faut le faire quand même, hein, au niveau de ses robes. Même le plancher du pont, même ici on a la balustrade avec les reflets sur la balustrade, c'est incroyable. Tout est détaillé chez Tissot avec une rigueur quasiment maniaque. Tout cela pue la hiérarchie, la retenue, le flirt discret et codifié. Il y a une distance émotionnelle qui est insupportable entre les personnages malgré la promiscuité physique. Le bal, ça devient une chorégraphie sociale où tout geste est régulé et devient vide de sens. Dans une soirée, alors on retrouve Jean Béraud. Lui aussi, il va dépeindre une réception mondaine. Alors l'œuvre présente des hommes en habits noirs et des femmes en robe de soirée raffinée, évoluant dans un intérieur somptueux. Alors on voit des interactions et des codes de conduite de l'époque reflètent l'atmosphère sophistiquée des salons parisiens. Alors Béraud, ici, c'est un chroniqueur social. Hein. Son tableau, on dirait une photographie. Plaf. Hein, les personnages sont capturés dans une attitude naturelle, mais un peu posée quand même, hein, toujours un peu figée. Alors quand on compare ça avec le bal à bord de Tissot, Tissot, ça serait plus un metteur en scène. Sa composition est un peu plus fluide, est un peu plus théâtrale, mais il garde une certaine distance. Tissot montre l'élégance, l'apparat, mais laisse transparaître la rigidité du monde. Et alors que les deux artistes, chacun à leur manière, nous invitent à nous interroger sur ce qu'il y a derrière les apparences de la fête. L'ennui, l'attente, la solitude dans le collectif, allez savoir. Alors Dieu merci, le bourgeois et le peuple se retrouvaient dans des endroits beaucoup moins guindés. Les jardins et les guinguettes. On pourrait presque encore sentir la brise tiède des après-midi d'été, le frémissement des rires et le reflet du vin frais dans les verres, quand c'était du vin, parce que ce n'était pas toujours du vin, vous verrez ça tout à l'heure. Et Émile Duval, il pourrait lui aussi se retrouver, jeune homme insouciant, traversant Montmartre, grisé par l'effervescence de ces lieux. Et je vous emmène avec lui au Moulin de la Galette, puisque c'est le Moulin de la Galette. C'est un coin enchanté et Renoir a su capter mieux que personne cette lumière dansante, cet entrelacement de silhouettes enjouées. Alors bien sûr, ce tableau, le bal du Moulin de la Galette, il date de 1876.
il a été acquis par Gustave Caillebotte. Il faisait partie de la collection personnelle de Caillebotte, et il a été ensuite légué à la mort de Caillebotte par son exécuteur testamentaire, qui était Auguste Renoir, précisément, ainsi que son frère Martial. Il a été légué à l'État, qui au début en a voulu sans le vouloir, parce qu'un certain monsieur Jean-Léon Gérôme a dit que jamais, lui, vivant, de pareilles ordures n'entreraient au musée. Alors toutes ces ordures sont quand même rentrées au musée, notamment celle-ci. Et d'ailleurs, on le retrouve, je ne vous l'ai pas montré, sur un autoportrait de Caillebotte que l'on voit en train de peindre à son chevalet avec en arrière-plan précisément ce tableau-là. Et Renoir était tellement précis, et Caillebotte aussi, que toutes les proportions sont respectées dans le tableau de Caillebotte qui montre ce tableau du bal du Moulin de la Galette. Alors, eh bien, qui est-ce qu'on a? On a évidemment un bal, on a des joyeux lurons. Ici, allez, on va en décrire quelques-uns. Il s'appelle Georges Rivière, lui, avec son petit stylo. Alors, comme il a un stylo, il est journaliste et il est critique d'art. Et alors, près de lui, il y a deux peintres qu'on a complètement oubliés maintenant. L'un qui s'appelle Franc Lamy, ici, et l'autre qui s'appelle Norbert Guenotte, c'est celui qui est de dos, là. Et puis, rien à voir avec les dents. Ainsi que deux modèles, les sœurs Jeanne et Estelle, c'est elles, clac, qui se ressemblaient beaucoup. Et ils discutent, ces gens-là, ces jeunes gens, et ils partagent des verres de quoi? Vous n'avez pas, c'est pas du vin, c'est de la grenadine. La grenadine, c'était la traditionnelle boisson de l'été. Donc on buvait de la grenadine. Et sur la gauche, eh bien, Renoir, eh bien, il isole un couple de danseurs. Alors on dirait qu'ils ont interrompu leur mouvement de polka pour nous regarder. Donc la jeune femme, alors qui est la jeune femme? Eh bien, c'est Margot. Alors Margot, qui était Margot? Eh bien, à l'époque, c'était le modèle, et elle était amante de Renoir. Et à son bras, qui arbore un léger sourire, eh bien, c'est un peintre aussi, c'est un peintre cubain qui s'appelle Pedro Vidal de Solares. L'arrière-plan, c'est un tourbillon de danseurs, de couleurs, de mouvements, où les figures s'effacent dans une brume de lumière. Et alors, comme chez Manet, aux Tuileries, comme Tissot sur le bateau, eh bien, ils sont où les musiciens? Eh bien, on ne les voit pas non plus. Ça s'appelle Bal au Moulin de la Galette, on ne voit pas les musiciens, mais la musique semble rayonner à travers toutes les touches de couleurs, tous les éclats qui filtrent à travers les arbres. Renoir ne s'est pas contenté ici de représenter une scène, il nous y plonge tout entier, comme si nous étions nous-mêmes assis à une table, un verre à la main de grenadine, à observer ce joyeux tourbillon. Alors, 7 ans plus tard, eh bien, Renoir, lui, il va poser son chevalet à Bougival. On est à Bougival, bel après-midi de printemps. Dans cette scène de danse, pas de foule compacte, mais un couple en pleine harmonie, pris dans le tourbillon de son étreinte. Alors la jeune femme aux joues rouges, ici, l'ivresse du mouvement sans doute, elle est vêtue d'une robe pastel aux reflets chaleureux, elle a un chapeau au teinte ocre très très affirmé, légèrement incliné, un regard tendre. Alors qui est cette dame? Eh bien c'est Marie-Clémentine Valadon, plus tard connue sous le nom de Suzanne Valadon, modèle évidemment, puis peintre elle-même, et maman de Maurice Utrillo. Voilà. Son partenaire ici en costume sombre, eh bien, c'est un des meilleurs amis de Renoir, il s'appelle Paul Lotte. Et d'ailleurs, on le reverra, Paul, un petit peu plus tard dans cette présentation. Alors le décor est volontairement flou, il est un petit peu comme dilué par le mouvement de la danse, on voit un petit peu cet effet de profondeur qui est un effet photographique de profondeur de champ. C'est-à-dire la netteté, elle est ici, et puis pour marquer la profondeur de champ, eh bien, les personnages derrière sont un peu plus flous. Et contrairement au bal du Moulin de la Galette, où le regard se perd parmi l'ensemble des personnages, eh bien là, on a une attention qui est, grâce à Renoir, centrée sur les deux danseurs, et qui traduit cette émotion un petit peu d'instant suspendu. Alors, à la même époque, le développement du train permet aux Parisiens d'aller goûter les charmes des bords de Seine. Et notamment, on a une cabaretière qu'on appelait la mère Serin. Et la mère Serin, elle avait établi au bord de l'île de Croissy, donc près de Croissy-sur-Seine aujourd'hui, un bateau-ponton qui abritait une immense salle de bal, un restaurant et une longue péniche de cabines de bain. On l'appelait la Grenouillère, le ponton, pas la mère Serin. Mais cette dernière, qui avait oublié d'être bête, c'était aussi la concessionnaire du bac qui traversait la Seine. Alors depuis Rueil-Malmaison jusqu'à Croissy, et alors, par où passait le bac? Par l'île de la Grenouillère, comme par hasard, évidemment. Donc les gens qui voulaient faire une petite halte, boire un coup ou écouter l'orchestre, eh bien, c'était parfait. Donc on avait une grenouillère, la Grenouillère, sa petite plage, ses canots en location à la journée, et son célèbre bal hebdomadaire. Ils vont attirer les Parisiens, en fait, de cette ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye.
la ligne de... Et cet endroit va être surnommé très rapidement le Trouville des bords de Seine. Alors, il va acquérir une telle renommée, cet endroit, que l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie eux-mêmes vont y faire escale. Bon, pour l'ambiance, je vais vous donner un extrait du guide Conti des environs de Paris, en 1888. Donc imaginez le guide bleu de l'époque. Figurez-vous un immense bateau converti en café où se coudoient dans les costumes les plus excentriques, canotiers et canotières, riant follement et dansant au son discordant d'un piano. Un bain, véritable mare aux grenouilles, fait partie de l'établissement. Ajoutons que les grenouilles sont généralement jolies, bien faites et cambrées à la satisfaction de la galerie. La grenouillère, soit dit entre nous, n'est pas précisément un endroit recommandé aux ecclésiastiques. Voilà ce qu'en dit le guide Conti. En 1869, d'ailleurs, déjà, Renoir et Monet décident en même temps, le même jour, d'aller peindre la grenouillère, et presque sous le même angle. C'est ainsi que nous avons deux versions de la grenouillère. Alors nous avons celle de Renoir, ici, et puis celle de Monet, là. Voilà, Renoir, Monet. Alors, ils s'intéressent tous les deux à recueillir la lumière, et vous voyez qu'ils sont à l'ombre, donc ils essayent de recueillir la lumière à partir d'une zone dominée par l'obscurité, ce qui n'est pas déjà évident. Et au centre des deux tableaux, on a ce fameux îlot planté d'un arbre unique, et qu'on surnommait à l'époque le camembert. Vous comprenez pourquoi, assez aisément. Et le camembert, il était relié au ponton, cet îlot, par une espèce de planche, de pont en planche étroite et relativement glissante, ce qui fait que, évidemment, il y avait très souvent des chutes et des baignades complètement imprévues qui s'y produisaient. Alors on voit ici que Monet et Renoir ont une facture très rapide, très fragmentée, que les académiques, eux, vont juger évidemment grossière et hachée. Mais cette technique, l'impressionnisme, donc, va leur permettre de saisir sur le vif le jeu des personnages et surtout le scintillement de l'eau sous le soleil. Alors, on se baigne dans la Seine, oui, pardon, mais on se baigne aussi en Normandie. Et la Normandie va voir affluer des visiteurs, mais par train entier. Parce que dès les années 1830, les bains de mer sont promus par les médecins comme thérapeutique, tonique, stimulant, bénéfique pour les nerfs et pour la peau. Et vers 1850-1860, cette décennie-là, les côtes normandes vont devenir les premières stations balnéaires françaises. Étretat, Trouville, Dieppe vont accueillir une clientèle bourgeoise. On va dire que ça va être aussi bien des bourgeois, mais aussi des aristocrates. Et là, on a un tableau qui s'appelle Baignade à Étretat, peint par un certain Eugène Le Poitevin. Et c'est un panorama horizontal. Alors, ça montre la plage d'Étretat. Alors, Étretat, c'est là. Et là, on a évidemment les falaises. On a une multitude de baigneurs, des promeneurs, des enfants. Figure typique de ce genre de villégiature. Et donc, l'artiste va y capter l'essence d'un moment de joie collective, donc dans le décor naturel emblématique. Alors, la pudeur, évidemment, reste de mise. Les hommes sont en camisole. Pas de force, donc camisole, et les femmes en robe de bain très ample. Et on a un ponton roulant, celui-là il était tracté par des chevaux, donc on permettait d'entrer dans l'eau et de s'y plonger. Alors pour ce qui est de Nice, les hivernants, ils vont se presser à Nice, notamment avec l'arrivée du chemin de fer en 1864. Et sur cette affiche, on a Jules Chéret. Alors Jules Chéret, il ne fait pas la promotion d'une ville, il fait la promotion d'un rêve. Alors Nice apparaît comme un éternel printemps, où les fleurs éclatent au cœur de l'hiver. La jeune femme, ici, en robe jaune, va incarner cette douceur méditerranéenne, ce symbole de lumière, d'élégance et de plaisir. Mais ce qui est plus intriguant, c'est la femme en noir derrière. Qu'est-ce qu'elle fait là? Sa robe sombre, pourquoi? Elle contraste fortement avec la luminosité de ce paysage-là. On peut y voir l'image du visiteur venu du nord, quittant les brumes hivernales pour rejoindre le soleil azuréen. Chéret met ainsi en scène une transition. Derrière soi, on a l'hiver, devant soi, on a Nice et ses promesses de fleurs, de lumière et de villégiature heureuse. Alors, lorsque la France sort meurtrie de la guerre franco-prussienne, elle ne se relève pas seulement d'une défaite militaire, elle se trouve face à un effondrement symbolique, politique et moral, la chute du Second Empire, l'humiliation de la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, les violences liées à la Commune de Paris, tout ça va ouvrir une période de fragilité extrême. L'idée même de nation va vaciller.
Et c'est dans ce vide douloureux que va naître la Troisième République. Oh là là, une Troisième République chancelante, fragile, tiraillée entre les monarchistes, les bonapartistes et les républicains modérés. Et pour s'ancrer dans les esprits, le nouveau régime doit refonder un imaginaire commun. Et cet imaginaire passe entre autres par un renouveau du patriotisme. Alors, ce patriotisme nouveau, il va s'incarner dans les écoles, dans les fêtes publiques, les monuments aux morts, mais aussi dans l'art. Et quand on parle de monuments aux morts, je vous engage à retrouver les monuments aux morts de la guerre de 1870. 400 000 tués. Ça n'est pas rien. On en parle à peine de la guerre de 70, de la guerre franco-prussienne, dans les manuels d'histoire. C'est une injustice. Et la peinture, la gravure, l'illustration, les spectacles, les expositions universelles, eh bien, à cette époque, vont participer à forger cette nouvelle narration nationale. Elle s'est faite de valeurs partagées, de paysages identitaires, de héros du quotidien. Donc à cette époque, Claude Monet, il va s'installer avec son épouse Camille et son fils Jean à Argenteuil en 1871. Alors pendant la guerre, il était en Angleterre, il s'était exilé à Londres et ensuite il a passé quelques mois en Hollande et là il s'installe à Argenteuil. Et cette commune verdoyante de la banlieue parisienne va devenir l'un de ses lieux de création les plus féconds, lumière vibrante, scène de plein air, vie moderne. Et cette toile représente en 1872 les festivités du 14 juillet. Alors vous allez me dire, mais 14 juillet 1872, c'était pas la fête nationale? Eh bien non, le 14 juillet n'était pas encore officiellement la fête nationale à cette époque. Mais dès les années 70, dans certains bastions républicains, comme Argenteuil, le 14 juillet est déjà commémoré de manière très spontanée et militante comme un symbole de liberté et de mémoire révolutionnaire. Et Monet, sensible à la vie contemporaine, va capturer cette ambiance populaire, à la fois festive et significative politiquement, mais sans jamais la théâtraliser. Son tableau devient ainsi une sorte de témoignage. C'est le témoignage précoce de la ferveur républicaine avec une expérimentation de l'impressionnisme en mouvement. On est au début de l'impressionnisme, de la foule et de la lumière. Quelques années plus tard, eh bien, la rue Montorgueil, du même Monet, est souvent vue comme une célébration du 14 juillet, encore ratée. Ce n'est pas le 14 juillet, en fait, c'est le 30 juin 1878, parce qu'à l'époque, c'est la fête de la liberté et du travail, ou de la paix et du travail. Et donc, cette année-là, cette fête, le 30 juin, a été décrétée par le gouvernement. Et cet événement-là fait partie des festivités organisées à l'occasion de la 3e exposition universelle de Paris, donc 1878, qui se veut en quelque sorte le symbole du redressement de la France après la débâcle de 1870. Et les 3 couleurs que Monet fait vibrer, eh bien, ce sont celles ici de la France moderne. On y retrouve d'ailleurs la même vue plongeante, ou la même représentation des personnages que sur le boulevard des Capucines, du même Monet, mais que Monet avait peint 5 ans auparavant. 1 an après l'élection de Jules Grévy à la présidence de la République, eh bien, la loi du 6 juillet 1880 fait, j'allais dire, enfin, du 14 juillet, la fête nationale. Le drapeau tricolore devient officiellement l'emblème de la nation. Et à cette occasion, à l'occasion du 14 juillet, un défilé militaire, et imaginez-vous bien ce que ça représente, a lieu à l'hippodrome de Longchamp devant 300 000 spectateurs. Grévy, donc le président de la République, remet aux régiments qui lui sont présentés des drapeaux bleu, blanc, rouge, frangés d'or et frappés du sigle République française. Et c'est le peintre Édouard Detaille qui a choisi de représenter ici la fin de cette cérémonie qui a duré 2 heures et demie. L'angle choisi permet de distinguer nettement l'armée, ici, et le pouvoir civil, ici. Et les 436 députations des régiments de l'armée de terre et de la marine sont ici. Donc il y a 436 représentants des régiments, et ils ont chacun reçu des mains du président un drapeau pour les régiments d'infanterie ou un étendard pour les régiments de cavalerie. Au centre, sur la pelouse, ici, en contrebas, eh bien, le peintre a mis en évidence le geste de déférence des 40 généraux qui entourent le ministre de la guerre, le général Farr, qui est ici. Au loin, la fumée, là-bas, qui suggère les 21 coups de canon tirés depuis le Mont Valérien pour marquer la fin de la cérémonie. Alors, debout, on le voit ici, sous le grand dais rouge, eh bien, on a la silhouette du président Grévy qui se dresse nettement face aux armées, dont il est le chef,
d'après les lois constitutionnelles de 1875. Le président de la République, à l'époque, était déjà le chef des armées. À cette époque, le sport nautique, les courses, vont prendre un essor absolument irrésistible. Alors on s'y rend, on participe comme pour oublier la défaite et se laver des scories de l'industrialisation galopante. Alors on l'a vu, Claude Monet est installé à Argenteuil depuis 1871 et ce qui n'était alors qu'un village va devenir un haut lieu de l'avant-garde. Donc Monet est rejoint par Renoir, par Manet, par Caillebotte et tout ce petit monde-là va venir y peindre. Et sur ce tableau de Monet, au premier plan, on voit les eaux calmes de la Seine. Et puis au centre, plusieurs bateaux avec des voiles blanches, quelques maisons élégantes, quelques arbres feuillus qui composent une ligne d'horizon très douce. Et la scène est décentrée, il n'y a pas de focalisation rigide ici. C'est l'œil qui va circuler entre les différentes taches de lumière. Pas d'anecdote, pas de personnage dominant. Seule la sensation du moment. Et chez Caillebotte, du coup, le point de vue est radical. Là, on est sur l'eau. On est dans un canot effilé, on est lancé vers l'horizon. Et les lignes des mâts et des voiles, vous voyez ici, elles vont structurer l'espace avec une focale sur les deux régatiers de droite qui sont ici. Caillebotte fait presque de la proto-cinématographie. Son cadrage est dynamique et tranchant, vous voyez. Et il va s'opposer à la sérénité de Monet. Il va conserver bien sûr un soin du dessin et de la perspective. Il va intégrer des éléments impressionnistes comme les ombres colorées, comme certaines atmosphères. Chez Caillebotte, la lumière est plus dirigée, elle est plus construite. Chez Monet, elle est partout et nulle part à la fois. Elle est filtrée dans l'air et dans l'eau. Alors dans les années 1860, on aimait aussi les courses de chevaux. Alors on y retrouvait parfois Manet, qui y trouvait d'inépuisables sources d'inspiration. Alors là, on est en 1866. Pardon. Les courses de Longchamp sont au cœur du Paris élégant et bourgeois ici. Pour Manet, c'est l'occasion de confronter la peinture traditionnelle du cheval à une représentation dynamique et complètement novatrice. Et c'est l'heure pour moi de... Alors, il a d'ailleurs retouché ce tableau plusieurs fois, Manet. La composition finale, donc telle qu'on peut la voir aujourd'hui, elle résulte d'une recherche incroyable sur le mouvement, l'espace et l'instantanéité. Sur les peintures classiques, quand on peignait une course de chevaux, on montrait les chevaux qui passaient comme ça, les chevaux étaient vus de profil. Et là, Manet adopte une vue de face. Les chevaux foncent littéralement vers le spectateur dans une espèce de perspective complètement vertigineuse. C'est une rupture totale avec les conventions de la peinture équestre. Et si on regarde mieux le centre du tableau, c'est une impression de mouvement imminent, comme si les chevaux allaient sortir de la toile. Manet privilégie une palette sobre, avec des bruns, des gris, des verts atténués, quelques éclats de blanc que l'on voit. Les chevaux, eh bien, ils sont peints avec une touche libre, complètement nerveuse, ils sont suggérés plus que peints. La toile a un côté inachevé, presque brut. Et ça fait penser au cinéma, on sent le choc, on sent l'élan, on sent l'instant suspendu. Degas, lui, c'est un peu différent. Il préférait un peu les rendez-vous de province, au grand rassemblement parisien. Alors, c'est une petite œuvre intimiste, peinte 3 ans plus tard, 3 ans après le tableau de Manet. Et il va représenter cette fois une scène de course hippique. Alors, la course, là, contrairement à Manet, la course, elle est en arrière-plan. Ils sont là-bas. Voilà. Tandis que, en fait, ce qui domine le sujet, c'est ce groupe familial. Et donc, cette toile réalisée peu après le retour de Degas d'Italie et de la Nouvelle-Orléans. Et donc, elle va refléter cette toile une sensibilité mondaine et provinciale, révéler aussi l'intérêt du peintre pour les comportements sociaux, les postures, plus que pour l'action. L'arrière-plan, donc, montre cette piste ici. On a une petite tribune tout au fait au loin. L'action est décentrée, elle est presque floue. En revanche, si on regarde le premier plan, eh bien, il va capter l'attention. On a une femme élégante qui est ici. À l'ombrelle, elle porte un bébé. On a un homme en haut de forme, un petit chien qui est assis. Ce groupe semble complètement détaché de la course elle-même, comme s'il était pris dans un moment d'attente ou d'observation paisible. Degas adopte aussi un cadrage très moderne, influencé par la photographie qu'il pratiquait. Un coin de nature, un morceau de vie avec des figures coupées, une asymétrie volontaire. Alors, après les courses, évidemment, on avait d'autres lieux de divertissement. Divertissement populaire dans le Paris des années d'après-guerre, de la guerre de 70 bientôt, bien sûr. Et ce cirque-là, c'est le cirque Fernando. C'est le futur cirque Medrano. Et donc, Fernando a eu un tel succès
qu'il a fait construire au pied de la butte Montmartre, en 1874, un cirque en pierre de 35 mètres de diamètre, un polygone de 16 côtés, d'une hauteur de 21 mètres 40, conçu par l'architecte qui s'appelait Gustave Griden. La toiture en 2 parties était soutenue par 16 colonnes et la salle contenait 2080 places. Et dans ce tableau de 1888, eh bien, Toulouse-Lautrec montre une écuyère vibrante, une écuyère sensuelle, une écuyère incarnée. Il capte le mouvement, la tension du corps, et c'est une ambiance à la fois chaude et intime. Alors que 3 ans plus tard, eh bien, en 1891, c'est Georges Seurat qui va transformer la jeune femme en une figure géométrisée, presque abstraite, au cœur d'un monde organisé par la ligne et la couleur. Alors le spectacle devient plus mécanique, presque théorique. Il n'y a pas d'affect. Ça sera d'ailleurs le dernier tableau de Seurat, puisqu'il est resté inachevé. Georges est emporté quelques jours plus tard par une angine diphtérique, quelques jours après l'ouverture du salon. Et donc on a 2 écuyères et 2 regards. On a un regard qui est réaliste et empathique, l'autre qui est symbolique et cérébral. C'est 2 façons, en fait, de penser la modernité, par la chair ou par la structure. Alors à la fin du XIXe siècle, l'art ne célèbre plus seulement les grands récits mythologiques ou historiques, il va s'attarder sur les instants partagés du quotidien, ceux où les liens se tissent, se célèbrent et parfois se rejouent. Alors on a des mariages champêtres, des déjeuners au jardin, des bals improvisés, des repas de noces à l'ombre des feuillages, de Giverny à Yport, de Skagen au rivage breton. Eh bien on a des artistes qui vont fixer sur la toile ces rituels modernes. Ces fêtes deviennent un théâtre des relations humaines. Alors, on va partir en Bretagne avec un monsieur qui s'appelle Ferdinand de Puygodot. Alors ce dernier, il est très connu pour ses scènes de nuit. La lumière artificielle, on a des chandelles, des lampions, des feux. Ça devient un véritable sujet pictural. Et ce tableau qui s'appelle Un bal en Bretagne, bon, probablement à l'occasion d'un mariage, d'ailleurs c'est pas probablement, c'est certainement, puisque les mariés sont là, eh bien on a un groupe de paysans en costumes régionaux qui va danser en cercle ou en file selon la tradition des rondes bretonnes. Autour d'eux, on a des lampions suspendus qui vont diffuser une lumière un peu vacillante. Le sol est sombre, on a des coiffes blanches qui se révèlent, on a cette lumière un peu flottante, on a des ombres projetées. Et Ferdinand de Puygodot, il montre pas seulement une scène festive, il la transfigure cette scène. Ce bal devient un rituel, presque une cérémonie sacrée. Elle est rythmée par la lumière, par la répétition des gestes, les danses collectives que l'on voit ici. Alors ça suggère un temps presque ancestral, un temps cyclique. On retrouve dans cette toile l'influence de Gauguin pour le goût de la tradition et du mystère, mais aussi d'Odilon Redon pour le rôle de la lumière comme révélateur d'âme, et la touche impressionniste aussi pour l'attention aux vibrations lumineuses. Alors, on va se déplacer quelques lieues vers le nord-est avec ce mariage dans un village normand. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Qui est ce monsieur ? Eh bien oui, c'est Claude Monet. Nous sommes en juillet 1892. Et Suzanne, donc Suzanne Hochedet, l'une qui est ici, l'une des belles filles de Claude Monet, puisque vous savez que, ça prendrait trop de temps à raconter, mais c'est une famille recomposée, puisque la première femme, Camille Doncieux, de Claude Monet, est morte en 1878, et Claude Monet ensuite s'est mise en ménage avec la femme d'un de ses anciens mécènes, qui s'appelait Ernest Hochedet, enfin l'ancien mécène, pas sa femme, parce qu'elle ne s'appelait pas Ernest, elle s'appelait Alice. Voilà, et donc on a Alice qui est arrivée avec ses 4 filles et ses 2 garçons, et Claude Monet, il avait 2 garçons. Donc en fait, on avait 4 filles, 4 garçons dans cette famille recomposée. Donc là, on a Claude, là, on a Alice. Ici, on a le petit Michel Monet, qui est le dernier né, qui était le dernier enfant donc, que Claude Monet a eu avec Camille. Ici, on a Jean-Pierre Hochedet, donc un des enfants d'Alice. À côté de lui, on a Blanche Hochedet. Et Blanche Hochedet, elle a épousé ce monsieur-là, qui est Jean Monet, qui est le premier fils que Monet a eu avec Camille. Le pauvre Jean est mort en 1914. Ici, on a Jacques Hochedet, qui est l'aîné de la famille, l'aîné des garçons. Ici, on a Germaine Hochedet, et ici, on a Marthe. Et donc, ici, on a la photo du mariage et avec un monsieur qui s'appelait Theodore Earl Butler. Donc, Suzanne, ici, a épousé ce Theodore Earl Butler, et qui était un jeune peintre américain qui s'était installé à Giverny.
Et un autre peintre américain, qui était un copain de Theodore Butler, il s'appelait Theodore Robinson, eh bien lui, il a dit, eh bien, je vais peindre le mariage. Et à l'occasion du mariage, bon, ils ont pris une photo de cette famille recomposée, mais surtout, il a peint ensuite le mariage. Alors, il ne l'a pas peint comme quelque chose de statique, il l'a peint comme une procession. Puisqu'à l'époque, eh bien, on avait ce qu'on appelait le cortège nuptial. Alors aujourd'hui, c'est dans des voitures en faisant point-point et puis voilà. Ben, là, c'était beaucoup moins point-point, c'était plus, plus émouvant, plus personnel, dans un style un peu épuré, empreint de retenue. Et on a cette lumière diffuse, ce ton pastel. On voit tout de suite l'influence évidemment directe de Monet. On a des verts pâles, des beiges, des roses fanées. Les ombres sont légères, la matière aérienne. Et le problème, c'est que ce mariage, malheureusement, il a duré que 7 ans. Non pas parce que ils se sont séparés, enfin si, ils se sont séparés, mais Suzanne est décédée au bout de 7 ans, en laissant 2 enfants, donc à Theodore Butler. Et au décès de Suzanne, c'est sa sœur Marthe qui va aider Butler à élever ses 2 enfants. Et vous voyez ce qui va arriver. En 1900, remariage du même Theodore Butler, mais avec la sœur de Suzanne, avec Marthe. Et voilà, ici. Donc je vais tous vous les décrire. Vous avez de quoi noter? Non, je rigole. Bon, lui, vous le reconnaissez quand même, hein, voilà. Hein, Alice, elle est ici, voilà. Et là, je voudrais juste vous montrer 2 autres personnages qui sont intéressants. On a Alfred Sisley qui est là, qui est assis sur son petit trottoir, mignon comme tout. Derrière, c'est sa sœur. La sœur de M. Sisley, est là un personnage absolument incontournable et pour lequel j'ai le plus grand respect parce que c'est lui qui réellement a porté Monet à partir du moment où il l'a rencontré à Londres en 1871, c'est le galeriste Paul Durand-Ruel. Voilà, il est ici au mariage. Alors, voilà, donc on a vu ces photos de famille. Ici, on a un autre mariage, donc un mariage un petit peu plus modeste, mais c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant parce qu'on a typiquement le mariage campagnard. Ici, vous voyez, on est dans un petit village de Normandie, hein, donc on est à Yport. Alors le peintre, il s'appelle Albert Fourier. Et il possédait une villa qui s'appelait les Charmilles, et il passait du temps aux Charmilles, et puis il a peint ce mariage. Alors on voit ici la jeune mariée, n'est-ce pas? On voit ici son papa à côté, qui est très ému, et qui a déjà, on le sent quand même, un certain nombre de bouteilles de rouge dans le kiki. Hein, on a à côté, on a la grand-mère ici, qui est là. Et ici, on a tous les personnages qui sont les plus proches des mariés. Mais derrière aussi, on a le petit personnel qui est invité au mariage. Bon, il est un peu plus loin au niveau de la table. Alors, on a une composition, hein, c'est une mise en scène. La table est dressée sous les arbres. Pardon. Mais c'est un moment de convivialité et de célébration. Voilà, donc c'est une touche de réalisme, une touche de fraîcheur. Alors Fourier, lui, donc, à travers ce tableau, il va documenter une tradition vivante. Il fige un moment réel. Dans sa complexité sociale, c'est quasi photographique, hein, il s'intéresse au groupe, au vivre ensemble, à la richesse des visages. Robinson, lui, il va capturer l'intime dans le rituel. Lui, c'est un petit peu différent, vous voyez. Hein, on voit une approche qui est quand même très, très, très différente, avec la mariée en marche. Elle est entourée, mais presque seule dans son mouvement. Alors, les repas partagés deviennent peu à peu le motif récurrent de la peinture moderne. Je vous rassure, hein, ce n'est pas un tableau impressionniste. Qu'il s'agisse de déjeuner à la campagne, de pique-nique bourgeois ou de toast entre amis artistes, ces scènes vont capturer la sociabilité et on a un art de vivre avec les corps détendus, les conversations, rires et rêveries. Mais je voulais vous faire un petit clin d'œil, ça c'est une pub pour l'extrait de viande Liebig, hein, mais qui date de l'époque. Alors dans les années 1880, le village de Skagen, qui est situé à l'extrême nord du Danemark, devient un lieu de rassemblement pour les artistes scandinaves en quête de nouvelles inspirations. Alors ils sont attirés par la qualité exceptionnelle de la lumière, des paysages maritimes. C'est une lumière assez bleutée, on l'appelle le bleu de Skagen d'ailleurs. Et donc on a un monsieur qui s'appelle Hans-Peder Severin Kreuer, qui est figure centrale de ce groupe, qui a immortalisé ici. Alors là, il est chez son copain Hancher, avec lequel d'ailleurs il s'est embrouillé après, parce que comme il a mis 4 ans pour faire ce tableau, il voulait à chaque fois revenir chez Hancher pour refaire un détail, une touche. Hancher en a eu marre, il lui a dit « écoute, c'est bon, débrouille-toi comme ça ». Mais cette scène ici représente une joyeuse réunion, avec une table dans un jardin un petit peu luxuriant. Et puis c'est le jeu en fait de la lumière. Kreuer s'est représenté, hein, il est là, paf.
Voilà, ici d'ailleurs c'est sa femme. Hein. Et ici c'est une autre, elle est institutrice et elle est secrètement amoureuse de Kreuer. Hein. Donc si on devait faire des lignes hein, qui relient les différents sentiments, il y aurait de quoi faire sur ce tableau. Mais là on voit très bien que sur un plan pur et pictural, eh bien, Kreuer capture avec maestria la lumière solaire. Ici, on a des visages, des vêtements, des nappes blanches. Cette approche rappelle un peu la technique impressionniste, hein, notamment dans la manière de représenter les effets éphémères de la lumière naturelle. Et puis, pour terminer, je ne pouvais pas mentionner les déjeuners quand même, sans vous parler du célèbre tableau d'Auguste Renoir, Le déjeuner des canotiers. Alors, nous sommes à Chatou, sur la terrasse du restaurant Fournaise, alors lieu prisé des canotiers et de la bourgeoisie bohème. C'est des bobos de l'époque. Hein. Et Renoir nous offre une scène de fin de déjeuner. Hein, on le voit parce que là, ils ont quand même bien mangé, bien bu. Allez, on va essayer de découvrir un petit peu les personnages parce que c'est rigolo. Alors, au premier plan, elle s'appelle Aline Charigot. Hein, c'est la future femme de Renoir, celle qui joue avec son petit chien. Alors, derrière lui, c'est Hippolyte Alphonse Fournaise, c'est le fils du boss. Hein. Et puis à côté, ici, qui est sur la balustrade, c'est Alphonsine, c'est sa sœur. Donc là, les deux enfants Fournaise. Ici, on a le baron Raoul Barbier qui parle à Alphonsine. À mon avis, il aimerait bien faire autre chose que lui parler parce que c'était un grand copain de Renoir, c'était un ancien officier de cavalerie et il aimait beaucoup les canots, les chevaux, mais aussi les jolies femmes. Donc là, à mon avis, il est en train d'entreprendre. Le personnage au premier plan à droite, là, ça serait Gustave Caillebotte, représenté ici plus jeune. Il est assis donc à califourchon sur sa chaise. Et en face, tout de suite au-dessus, c'est Alain Maggiolo. C'est le directeur du journal La France Nouvelle. Et ils sont tous les deux en train de parler à une actrice qui s'appelle Hélène André, qui est ici. Et derrière eux, on a un petit trio ici, vous le voyez. Et donc, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a le journaliste Paul Lotte. Vous savez, celui qui dansait avec Suzanne Valadon dans le tableau à Bougival. Et puis, on a également Eugène-Pierre Lestringuet, qui est ici. Et on a l'actrice de la Comédie Française, Jeanne Samary, qui semble se boucher les oreilles. Au centre, ici, assise, on a un modèle qui s'appelait Legault. C'était Angèle Legault, elle boit. Et elle boit à côté d'un homme qui est resté non identifié. Alors, certains disent que ce bonhomme-là a été rajouté par Renoir. Pourquoi? Parce que s'il ne l'avait pas mis là, ils auraient été très à table. Donc, il l'aurait rajouté, ça aurait rappelé la scène. Enfin, c'était une drôle de scène, hein, quand même, là. Et derrière Angèle, on a le collectionneur et critique d'art qui est là avec son haut de forme, qui n'est autre que Charles Efrussi. Et donc, lui, il est coiffé d'un haut de forme et il discute avec un poète qui s'appelait Jules Laforgue. En arrière-plan, là, on voit les bateaux, on voit les canaux. L'ambiance est heureuse et sereine. Alors, chez Renoir, la fête est une respiration lente et sensuelle. Chez Kreuer, c'est un feu d'artifice de lumière. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un hommage à l'amitié, au plaisir d'être ensemble, au bonheur d'exister à plusieurs. Alors, de la ronde joyeuse des noces à la ferveur républicaine d'un 14 juillet, des bals et des danses, au déjeuner sous les feuillages, des concerts en plein air, au mariage campagnard, la fête nous apparaît comme bien plus qu'un simple divertissement. Elle est l'expression profonde d'un lien humain, d'un besoin de communion, d'un souffle collectif qui traverse les époques. À travers les pinceaux de tous ces artistes, nous avons vu se dessiner une France en fête, mais aussi une France en devenir. Une nation qui danse, parfois pour oublier, souvent pour se rassembler, toujours pour se dire qu'elle tient encore debout. Et c'est peut-être là, au cœur de ces tableaux, aux couleurs légères et profondes, que se niche la véritable leçon. Ne pas oublier. Ne pas oublier que ces gestes simples, se réunir, lever un verre, marcher en cortège, chanter sous les lampions, eh bien ces gestes ont traversé les siècles et bâti notre histoire. Ne pas oublier que derrière la lumière de la fête se tiennent des générations d'hommes et de femmes qui ont aimé, peiné, espéré, lutté. Ne pas oublier que c'est dans ces moments partagés que le lien national se forge, se renouvelle, se transmet. Alors que nos sociétés cherchent de nouveaux repères, que la mémoire vacille parfois dans le tumulte du présent, ces œuvres nous rappellent, tout en délicatesse, que la force d'un pays repose aussi sur sa capacité à se souvenir ensemble et à célébrer ensemble, parce qu'il n'y a pas de futur solide sans passé honoré, et parce que la fête, dans sa beauté fragile, reste peut-être notre plus ancien et plus fidèle refuge d'espérance. Je vous remercie.